autrefois classé premier mondial pour son taux d'homicide, avec un revenu par habitant inférieur à 300 $ par mois, aujourd'hui, ils accepteraient le Bitcoin comme monnaie légale. Son président a d'ailleurs tout misé sur le Bitcoin, mais ça a failli tout faire foirer. Voici le pays qui a fait les moves crypto les plus fous. El Salvador. Alors ceux qui sont dans la crypto depuis un certain temps ont probablement entendu déjà parler de cet étrange pays, le Salvador, justement parce qu'il était le premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Son président, Nayib Bukele, a joué un rôle crucial dans cette décision, utilisant même les fonds du trésor du pays pour y aller à fond all-in. Le problème, all-in, c'est risqué, tu sais, et il a tout misé à l'ATH du Bitcoin. Bien sûr, par la suite, il a continué à acheter plus à mesure que le prix rebaissait, et plus le prix baissait, plus il achetait, et plus il achetait, plus ça continuait de baisser. Ça a entraîné une perte massive, et le pays est presque devenu le premier de l'histoire à faire faillite à cause du trading de crypto-monnaies. En entendant ça, on pourrait se dire que le pays, il était foutu, que le président, il était trop imprudent et qu'il aurait dû être démis de ses fonctions il y a un moment. Mais au contraire, en février 2024, Nayib Bukele a de nouveau remporté l'élection présidentielle avec un taux d'approbation stupéfiant de 83%, ce qui fait de lui d'ailleurs le premier président à être réélu depuis les années 1930. Comment c'est possible que dans une situation apparemment aussi désastreuse, Bukele ait conservé un soutien aussi élevé de la part de sa population? Qu'est-ce qui s'est exactement passé entre-temps et pourquoi le pays ne s'est-il pas effondré? Plongeons dans les détails de ce pays crypto, le Salvador. Le Salvador, c'est un pays qui est situé au carrefour de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, et c'est le plus petit pays des Amériques, avec une superficie de seulement 21 383 km², soit environ les 2/3 de la taille de Taïwan, pour te donner une idée. Pourtant, sa population n'est que de 6,5 millions d'habitants, soit à peu près un quart des 23,42 millions de Taïwan. Sur le plan économique, c'est encore pire, l'écart est encore plus grand. En 2022, le PIB du Salvador s'élevait à 32,49 milliards de dollars, et celui de Taïwan était de 760,46 milliards de dollars, ce qui fait que l'économie du Salvador représente moins d'un 20e de celle de Taïwan. Mais une statistique qui distingue le Salvador et pour laquelle il est premier, là où il dépasse 95% des pays du monde, son taux d'homicide. Il est aux côtés du Guatemala et du Honduras, un des trois qu'on appelle les trois brothers, les trois frères d'Amérique centrale. Et pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça? Parce que ces trois pays sont régulièrement en tête du classement mondial des taux d'homicide, chacun se plaçant en tête à tour de rôle. Le problème des gangs au Salvador est incroyablement grave. Les crimes tels que les meurtres, les vols, l'extorsion de fonds, les viols commis par des gangs maintiennent le pays dans un état de trouble constant. Mais, du coup, pensez-y, lorsque la sécurité personnelle de base ne peut même pas être garantie et que les gens y vivent dans la peur constante, comment est-ce que on peut faire développer un pays? Comment est-ce qu'une société peut se développer? L'éducation, ça progresse pas, la croissance industrielle, n'en parle même pas, ça stagne. Et des progrès technologiques, oubliez-les. On n'a pas les bases. D'ailleurs, en examinant les données du pays, on peut voir sur quoi repose son économie, c'est pas terrible. Quels sont les principaux contributeurs à son PIB? Regardez. L'industrie manufacturière, les services, l'agriculture, l'administration publique, les industries qui dépendent du travail humain, de la main-d'œuvre. On est dans les trucs les plus élémentaires, la main-d'œuvre. Ouais. Même les exportations se composent principalement de textiles, de chaussures et de produits en plastique. Des industries qui vendent essentiellement de la valeur ajoutée minimale, on ajuste encore une fois, de la main-d'œuvre. Mais qu'est-ce qu'il en est du coup de ces importations? Le Salvador dépend fortement des importations d'énergie, de machines, d'équipements électroniques, de technologies. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a un contraste frappant. Alors que le pays, il exporte principalement des biens à faible valeur ajoutée et à forte main-d'œuvre, comme les textiles et les chaussures, il doit dépenser énormément pour importer des articles à forte valeur ajoutée, comme de l'énergie et des machines de pointe, de la technologie. Pour imaginer un petit peu tout ça, c'est comme si on avait un pays qui serait encore coincé dans l'ère agricole, qui essaye de faire du commerce avec les autres pays qui sont avancés déjà à une ère technologique plus avancée, l'ère technologique industrielle. Tu vois, tu peux imaginer un pays comme celui-là, comment est-ce que la situation elle peut s'améliorer? C'est pas possible. Le Salvador, il a non seulement du mal à maintenir la production, mais il est en plus confronté, en plus de tout ce qu'on vient de voir, à des catastrophes naturelles très graves et très régulières, à des problèmes climatiques. C'est l'un des pays les plus touchés d'ailleurs par les événements météorologiques et autres catastrophes à l'échelle mondiale. Selon un rapport de la Banque mondiale, 88,7% du territoire du Salvador et plus de 90% de sa population risquent d'être touchés par des catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des inondations, des sécheresses, des tempêtes, la totale.
Par exemple, en 2001, la capitale a été frappée par un tremblement de terre de magnitude 7,7 qui a fait plus de 800 morts. Et alors qu'ils étaient en train de réparer les dégâts, un autre tremblement de terre a frappé un mois plus tard, détruisant 20% des bâtiments du pays. C'est pour dire à quel point ils sont pas bien servis sur pas mal de points. Donc la situation du Salvador, on pourrait vraiment dire que c'est désastreux. Non seulement le pays est confronté à ces catastrophes naturelles, il a un petit territoire qui est réduit, ils peuvent rien y faire, on a les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les inondations, les sécheresses, tout ça. On est confronté à des problèmes causés par l'homme, comme une faible population, la violence généralisée des gangs, la productivité en baisse et une pénurie de talent. Si on combine tout ça, en fait, moi si j'étais à la place d'ailleurs de Bukele, j'aurais même pas probablement l'impression que le fait de devenir président, ce serait une bonne idée, tu vois. Ça en vaut pas la peine, quoi. Mais c'est à ce stade que Nayib Bukele, il a pris les choses en main et il s'en est plutôt bien sorti en tant que président. Ça nous amène à mentionner les 2 principales stratégies de gouvernance qu'il a utilisées pour faire face à tout ça. Donc, catastrophe naturelle, il ne peut pas y faire grand-chose. Par contre, l'humain et l'argent, la technologie, les investissements, les choses comme ça, il peut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour l'humain, les 20-80, ils sont concentrés sur la répression des gangs. Et pour tout ce qui est technologie, import, investissement, l'adoption du Bitcoin. Comme dit plus tôt, en fait, le problème des gangs au Salvador, c'est un problème qui afflige le pays depuis beaucoup d'années. S'ils résolvaient pas de toute façon ça, il n'y a rien d'autre qui aurait pu avancer. Donc, comme je te dis, les 20-80, pour s'attaquer au plus grand obstacle du développement du pays, il a pris une série de mesures drastiques pour réprimer l'activité des gangs. Par exemple, il a emprunté de l'argent aux États-Unis pour acheter des armes, il a coordonné des opérations conjointes avec l'armée et la police, et il a procédé à des arrestations massives à grande échelle. Et en un rien de temps, les gangs du Salvador ont vu leur pouvoir diminuer. Leur territoire s'est rétréci et leurs effectifs ont diminué. Conscients que continuer sur cette voie les mettrait dans une position de plus en plus dangereuse, les gangs ont commencé à craindre d'être même anéantis par Bukele. Mais pour le gouvernement de Bukele, en fait, la question c'était pas on le fait pas, on le fait à moitié, etc. Non. Et les gangs, ils ont compris ça. Les gangs, ils savaient que s'ils ripostaient pas, ils risquaient vraiment la destruction totale. Alors le 26 mars 2022, les gangs ont lancé une violente riposte, provoquant une forte augmentation des meurtres avec 62 personnes tuées en une seule journée, et en pensant que probablement cette vague de violence forcerait enfin Bukele à reculer. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé, il a réagi encore plus fermement. Le 27 mars, Bukele a déclaré l'état d'urgence, qui a ensuite été d'ailleurs prolongé plusieurs fois. Et au cours de l'année suivante, au moins 72 000 personnes ont été arrêtées. Pour détenir ces prisonniers, le Salvador a même construit une prison spéciale pouvant accueillir 40 000 détenus. Et il a même invité la BBC à venir filmer tout ça, plus le transfert de 4 000 prisonniers pour faire un petit coup de pub. Ça montre clairement la détermination de Bukele et les résultats ont été vraiment efficace et visiblement efficace parce qu'il s'est bien médiatisé. Ça aussi, c'est important de le noter, on va en reparler. Non seulement le taux d'homicide au Salvador a chuté, mais la sécurité publique s'est considérablement améliorée et le nombre d'immigrants illégaux aussi a également diminué. En 2023, le Salvador était même en tête de la liste des pays les plus sûrs, cette fois-ci, avec 88% des habitants déclarant se sentir très en sécurité. Ces mesures sévères ont non seulement valu à Bukele un large soutien public, mais ils ont également suscité l'admiration d'autres pays d'Amérique latine, dont le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, l'Équateur, le Pérou, etc. Des pays qui, en fait, luttent également contre la violence des gangs. Bon, cependant, bien sûr, les méthodes violentes qu'il utilise, ça a suscité l'opposition des organisations de défense des droits de l'homme qui affirment que le gouvernement salvadorien arrête arbitrairement des personnes, que de nombreux détenus n'ayant rien à voir avec la violence des gangs se retrouvent en prison, tu vois. Certains responsables du gouvernement américain ont aussi exprimé leur inquiétude quant à l'approche du pays pour lutter contre la criminalité violente et ont appelé le Salvador à mettre fin à l'état d'urgence qui était toujours renouvelé le plus tôt possible. Mais la réponse de Bukele à ça, ça a été... ouais. Maintenant que la question de la sécurité publique a été abordée, on peut attaquer l'argent. Bitcoin. C'est vraiment ça qui a rendu Bukele mondialement connu comme étant un dieu du Bitcoin. Tu vois, un Bitcoin maxi vraiment dans le haut du haut, quoi. Il a introduit une série de mesures pour soutenir un Bitcoin. Et, on va en parler. En septembre 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Il a introduit la loi Bitcoin, déclarant le Bitcoin et le dollar américain comme monnaie légale au Salvador. Ensuite, le gouvernement salvadorien a créé un portefeuille, un wallet en fait, un portefeuille numérique qu'il appelle Chivo, qui offrait aussi à chaque citoyen qui l'utilisait $30 de Bitcoin, et il a mis en place plus de 200 distributeurs automatiques de Bitcoin gratuitement dans tout le pays.
Ensuite, il a progressivement commencé à acheter des bitcoins sur les marchés internationaux pour utiliser tout ça dans le cadre des réserves stratégiques du pays. Puis il a fait la promotion des opérations minières, créer des mines, soulignant que même si l'exploitation minière consomme beaucoup d'énergie, le Salvador il peut utiliser les volcans pour exploiter l'énergie géothermique qui est inexploitée pour produire de l'électricité propre et renouvelable et miner ses bitcoins. Il a ensuite aussi proposé de construire une ville Bitcoin avec des projets d'investissement de 17 milliards de dollars, je crois. Cette initiative très audacieuse d'ailleurs, l'a une fois de plus mis sous le feu à des projecteurs au niveau mondial. En fait, c'était une initiative audacieuse après l'autre et il a suscité à plusieurs reprises aussi des controverses, bien sûr, mais ouais, t'en as certains qui l'ont félicité, d'autres comme le FMI, la Banque mondiale et Wall Street qui s'inquiétaient un petit peu. Ils se disent que la manière dont il le fait, la vitesse à laquelle il va, ça pouvait quand même poser des risques et des défis juridiques, financiers, macroéconomiques importants si d'autres pays venaient à faire la même chose aussi d'ailleurs. Cependant, la détermination de Bukele à soutenir Bitcoin, ça a été la même que pour combattre les gangs. Je m'en fiche de ce que vous dites, je le fais. Et en septembre 2021, il a même d'ailleurs tweeté en direct chaque achat du Bitcoin sur Twitter, révélant le montant et le prix en temps réel à chaque fois. Bon, malheureusement, à l'époque, le prix du Bitcoin a continué à baisser pendant toute la période. Et même si les investisseurs individuels ont pu, d'ailleurs, beaucoup ont abandonné, beaucoup ont vendu à perte, etc. Lui, ça a vraiment été un Bitcoin maxi, encore une fois, de ce côté-là. Ça a été vraiment un bon holder. Il est resté calme. En misant tout l'argent d'un pays, il a réussi à rester très calme en affirmant que la patience est la clé. Patience is key in life. C'est vraiment un état d'esprit d'un Bitcoin maxi, c'est un truc de fou. Pour ceux d'entre vous qui investissent à long terme, c'est certainement quelqu'un duquel on peut s'inspirer de ce côté-là pour la patience. Et ensuite, enfin, on a vu le prix du Bitcoin, alléluia, remonter et regrimper régulièrement. Et donc, là, ça a été clair que la patience de Bukele avait porté ses fruits. Il a fini par détenir, au total, ils ont eu 2000 bitcoins, un peu plus de 2000 bitcoins, je crois, qui sont actuellement évalués à plus de 200 millions de dollars, ce qui lui fait à peu près un bénéfice net de plus de 80-85 millions de dollars. Bukele, il a même retweeté d'ailleurs tout ça pour s'en vanter, pour le mettre en avant. Et pour mettre les choses en perspective, le PIB du Salvador à l'époque, c'était qu'un peu plus de 20 milliards de dollars. Donc le ratio de cet investissement dans ces réserves stratégiques en Bitcoin est très intéressant par rapport à d'autres pays. Et ceux qui se moquaient de lui, en fait, au début, ils ont fini par revenir sur leurs paroles. Et maintenant, même le ton du FMI s'est adouci. Donc bien que le prix du Bitcoin a continué à augmenter et que Nayib Bukele a réussi à obtenir un retour sur investissement pas mal, on sait tous qu'à ce stade, le Bitcoin, en fait, ça pouvait pas vraiment être utilisé comme une monnaie légale par un pays. C'est pas possible, c'est compliqué techniquement parlant. En plus, le Bitcoin en tant que Bitcoin, c'est pas terrible. Et de toute façon, quand on regarde aussi ce qui s'est passé après et la situation actuelle, on voit que c'était pas une bonne décision pour l'adoption d'une monnaie légale. Mais c'était pas une mauvaise idée non plus dans un autre sens. Donc on va tout regarder dans le détail. Première chose, on l'a dit, le Salvador, c'est un pays très pauvre et sous-développé. En 2021, le pourcentage d'utilisateurs d'Internet au Salvador n'était que de 63%, ce qui signifie que près de 40% de la population n'avait pas accès à Internet, d'accord? Pour ceux qui peuvent même pas se connecter à Internet, comment est-ce qu'on pourrait utiliser le Bitcoin pour effectuer des paiements? La plupart des Salvadoriens, en plus, ils comprennent rien au Bitcoin. Ils comprennent rien à la technologie. Et en plus, la valeur marchande du Bitcoin, elle est très instable et très volatile. Quand tu as une transaction qui passe pas et qu'elle est retardée, même d'une minute, tu vois, ça entraîne des pertes importantes, inattendues. C'est pas possible ce qu'ils ont fait. En plus, les lacunes technologiques, elles n'étaient pas que du côté de la population. Le portefeuille, le wallet Bitcoin, la Chivo, quand ils l'ont lancé le premier jour où c'est devenu monnaie légale, il n'y a eu que des problèmes. Des échecs de chargement de l'application, des problèmes de vérification, des transactions qui échouent. Ça marche pas. Ça marche pas. Les gens étaient pas contents. Ceux qui pouvaient l'utiliser, déjà, il n'y en a pas beaucoup qui avaient Internet. Et en plus, il n'y en a pas beaucoup qui comprenaient ce qui se passait. Et en plus, il n'y en a pas beaucoup qui avaient envie du coup d'essayer. Et ceux qui essayaient, ça marchait pas, quoi. Donc, il y a eu des protestations, des manifestations, des trucs comme ça. Et même si Nayib Bukele, il a dit que c'est monnaie légale, la majorité des Salvadoriens, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils continuent à effectuer des transactions dans le système du dollar américain, quoi, aujourd'hui encore, quoi. Donc, c'est
bête, mais c'est volontaire, je pense. Je pense pas que Nayib Bukele, il comprenait pas cette situation dans laquelle il serait les gens. Mais il a quand même décidé de mettre le Bitcoin comme monnaie légale. Pourquoi? Quand j'ai poursuivi mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, Nayib, il n'avait pas forcément envie d'utiliser le Bitcoin comme monnaie légale. Mais il avait un autre objectif en tête. La hype, le battage médiatique, la géopolitique. Et sous-estimez pas en fait l'importance de ce mot-là, hype. Avant qu'il commence à promouvoir le Bitcoin, le Salvador, c'était quoi? C'était juste un pays, quand les gens ils en parlaient, bah c'était c'est ce petit pays d'Amérique latine tout pourri avec le taux de meurtre le plus élevé au monde, quoi. Une image très très négative. Qui voudrait collaborer avec lui? Qui voudrait investir dans un pays comme ça? Et même s'il serre la vis, tu vois, sur tout ce qui est gang, etc., les gens ils vont dire voilà, c'est un dictateur, ou au final ça va revenir, enfin on sait pas quoi. Il a permis au monde entier de tourner leur attention vers quelque chose d'autre. Il a réussi à se faire connaître sur la scène internationale et à devenir une personne célèbre. Sa notoriété, elle est montée en flèche, en fait. Les gens le considèrent vraiment maintenant comme le leader du premier pays à adopter la crypto comme monnaie légale, tu vois. Et bien que les opinions à son sujet soient mitigées, en fait, cette initiative, c'est sans aucun doute ce qui a suscité vraiment une image très positive de la part de la communauté crypto et du monde entier. Parce qu'avec cette nouvelle renommée et cette image positive, même le tourisme a commencé à se redévelopper. Tu vois, à cette époque, le Salvador, il a attiré en 2021 et les années suivantes plein d'amateurs de Bitcoin désireux de visiter et de découvrir le pays, de voir comment est-ce que ça pouvait marcher, de voir si ça pouvait marcher. Bon, ça marche pas super, mais voilà, de voir qu'il y avait des choses qui bougeaient, tu vois. Tout ça grâce à son titre de premier pays à adopter la crypto-monnaie comme monnaie légale, tu vois. Grâce à ce coup de pub, ça a conduit à une croissance explosive de l'économie des influenceurs au Salvador. En 2020, le taux de croissance du PIB du Salvador, c'était quoi? C'était moins 7,9%. En 2021, après ça, plus 11%. En 2022, le nombre de touristes visitant le Salvador a atteint 2,3 millions. En 2023, il était passé à 3,7 millions, soit plus de la moitié de la population totale du pays. Ça vaut le coup, en fait. C'était un beau coup de pub. Plus tard, le Salvador a même tweeté une série de déclarations promettant des choses comme « On garantit que vous ne serez pas arrêté, censuré ou que vos biens ne sont pas saisis parce que vous avez utilisé votre liberté d'expression. Il n'y a pas d'impôt foncier. » Des choses comme ça, en fait. Et des choses qui font penser d'ailleurs à ce que Dubaï fait. Dubaï, ils sont connus pour cette liberté, ils sont connus pour ne pas avoir d'impôts, ils sont connus pour ce boost du commerce, des échanges de crypto-monnaies, tu vois, de pouvoir acheter les choses en crypto quand on est dans le pays. Moi, je peux acheter une voiture en crypto à Dubaï, tu vois, quand j'étais à Dubaï. Les Émirats Arabes Unis, ouais, c'est quand même un ensemble de pays qui ont de l'argent, qui construisent des structures et des infrastructures impressionnants. Et le Salvador, ils sont pas là. Ils sont pas aussi forts que ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas voulu faire la compétition avec Dubaï. Sur le côté, capital économique, ce qu'ils se sont dit, c'est que on va être créatif. On va faire la compétition là où il y en a pas. Et on va créer la première ville, on va construire la première Bitcoin City au monde. Au lieu de jouer sur la quantité ou sur la qualité comme d'autres pays, on va jouer sur la créativité. Et ça encore, c'était très malin, très intelligent, Bukele ou les personnes qui le conseillent. Et au premier semestre 2021, qu'est-ce qui se passe du coup? Le Salvador a attiré des investissements directs d'un montant de 135 millions de dollars, soit une augmentation de 84,9% par rapport à l'année précédente. Le projet Bitcoin City, 1,6 milliard de dollars d'investissement privé. Le plus gros investissement privé de l'histoire du pays. Vu sous cet angle, avoir le Bitcoin en tant que monnaie légale, même si les gens ne peuvent pas l'utiliser, effectivement, ça fait sens. Ce gros coup de marketing, effectivement, ça fait sens. Les deux politiques que Nayib il a mis en place, c'est vraiment impressionnant. En plus, ça a vraiment amélioré tout, en fait. La vie est plus belle, le pays est mieux. On a résolu le problème de la sécurité des gangs pour la population. On a considérablement stimulé l'économie du pays. Tu m'étonnes qu'il soit réélu avec 83% des voix. Ce qu'il a fait, c'est vraiment remarquable et ça a vraiment conquis le cœur des citoyens, quoi. Donc voilà, pas mal du tout. Bon, malgré les succès, le Salvador quand même reste confronté à de nombreux défis tels que l'absence de son propre système de monnaie. En fait, il n'y a toujours pas sa propre monnaie quand même. Du coup, il est dépendant au dollar. Le pays, il est quand même
Il y a quand même encore des problèmes d'industrie, d'éducation, de pauvreté. Il y a toujours les catastrophes naturelles pour lesquelles il peut rien faire pour l'instant, en tout cas, les problèmes d'énergie. Bitcoin, c'est bien comme stimulation temporaire de l'économie. Mais faut faire attention à ce que ça soit pas comme construire une maison sur des ruines, tu vois, ou sur des fondations instables. Ça reste précaire, tout ça. Je pense que le Salvador, il doit vraiment maintenant se concentrer sur renforcer ses fondations en veillant à ce que tout le reste bien stable pour que ça soit durable à l'avenir. Bon, bien sûr, c'est mon opinion personnelle. C'est pas forcément super optimiste, hein, mais je veux pas que cette idée de ce qui s'est passé là, le Bitcoin, c'est juste un pansement qui cache le truc, quoi. Je pense qu'ils ont ce qu'il faut pour y arriver. Et je pense que cette approche non conventionnelle de Naïb, qui est quand même de prendre des risques, c'est très efficace, ça collait en tout cas aux besoins du pays. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que vous pensez de ce qu'il a fait, de lui, de ses méthodes. N'hésitez pas à le partager vos réflexions dans les commentaires, mais ce qu'il a fait c'était bien. Je pense que maintenant il faut aller vers plus de stabilité et renforcer les fondations et on sera bien. Je pense qu'il faudra que j'aille au Salvador un de ces jours pour aller voir aussi de mes propres yeux, même si j'ai pu voir que effectivement c'est pas Dubaï quoi, c'est pas Dubaï. Dubaï c'est bien pour la crypto, mais c'est quand même malin et c'est quand même beau ce qu'ils ont mis en place. Voilà pour mon opinion sur le Salvador et la crypto. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye.